Squeezie, Jenny Letellier du Monde à l'envers, Mister V ou encore Adèle Castillon, tous ont pris ce pari risqué de se lancer dans la musique. Alors pourquoi ont-ils fait ce choix? Est-ce qu'avoir des millions d'abonnés sur YouTube garantit forcément un succès musical? S'agit-il réellement de leur passion profonde ou bien d'une nouvelle idée marketing pour diversifier leur business? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on s'intéresse à un sujet qui fait de plus en plus parler, les youtubeurs qui se lancent dans la musique. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans la carrière musicale de plusieurs créateurs. On va donc voir comment ils sont passés du statut de youtubeur à celui de musicien et les obstacles qu'ils doivent surmonter pour s'imposer dans une industrie où on ne les attend pas forcément. Vous allez voir que la route vers la reconnaissance musicale n'est pas toujours simple, et ce même quand on a des millions d'abonnés derrière soi. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, ceci est la première partie, donc je ne vais pas explorer tous les profils et tous les youtubeurs qui se sont lancés dans la musique parce qu'il y en a beaucoup. Je vais surtout m'appuyer sur le YouTube Game français, donc n'hésitez pas à me drop des profils de créateurs dans les commentaires si vous souhaitez qu'on les analyse dans la partie 2. Et je vous propose de débuter tout de suite avec Jenny Letellier. Le visage de Jenny Letellier, vous le connaissez très sûrement. Si comme moi, vous êtes un grand fan du Monde à l'envers, vous devez très certainement connaître Viviane, Jean Didier, Sydney ou bien ma préférée de toutes, Catherine. Embrasse-moi, connard! Le duo Jenny et Valentin compte parmi les figures les plus emblématiques du YouTube Game français, c'est indéniable. La chaîne du Monde à l'envers, c'est plus de 4 millions d'abonnés et près de 1 milliard de vues sur l'ensemble de leurs vidéos. C'est énorme. Et surtout, ils perdurent depuis plus de 10 ans à travers des vidéos et des personnages devenus cultes. Pourtant, il y a une vidéo qui va être, comme on dit, game changer, qui va être décisive dans la carrière de Jenny, c'est celle-ci. J'aime pas le soir. Voilà, après j'ai pas la cite, mais je vais sûrement parler de moutons, ou je sais pas, enfin vous avez compris l'idée, ouais. En effet, en 2023, elle prend ses 4 millions d'abonnés à contre-pied en dévoilant une de ses chansons qui s'appelle Nuit, à travers son personnage de Sydney qui est juste aux antipodes de la chanson. J'ai d'ailleurs reçu Jenny Letellier dans mon podcast, je vous invite vivement à écouter l'épisode complet car elle s'est dévoilée comme jamais, et mon but c'était clairement de découvrir l'artiste qui se cache derrière tous ces personnages. Je vous mets le lien de l'épisode dans la description de la vidéo. Et lors de notre rencontre, Jenny me racontait que ce n'était pas prévu initialement de faire carrière dans la musique. C'était même pas genre « Oh, je veux faire de la musique, viens, on l'introduit dans la vidéo », c'était « On a besoin d'une musique, est-ce que t'es chaud de faire une musique, Jenny ?» Et j'avais dit « Mais bien sûr, mais attends, c'est aussi l'occasion de montrer que je sais faire autre chose. » Mais c'était pas du tout prévu, hein. C'était pas du tout prévu qu'après je continue, que je fasse un EP, que nanana. Ah d'accord. Ah non. À la base, juste je voulais faire ma chanson dans la vidéo et puis voilà, c'est cool, j'ai fait une chanson, bye. Ça c'est ouf. Ah moi je pensais justement que ça avait été un peu réfléchi et j'ai trouvé ça très smart comme stratégie de se dire on va l'intégrer pour toucher cette audience là qui est énorme. Mais c'est un peu ça aussi qui nous a fait réaliser avec du coup mon label qui est devenu mon label après. Et que déjà j'avais pris énormément de plaisir à faire ça et je me mettais des barrières en fait. Je me disais bah non, c'est pas moi je suis comédienne, je suis censée faire rire, je vais pas. Ouais. Et c'est après du coup, comme Nuit est sortie sur la vidéo, je me suis dit en fait je vais commencer comme ça. Ce n'était pas un plan qui a été pensé en amont et réfléchi, mais plutôt une opportunité qui a été saisie. Et c'est aussi un moyen pour elle de montrer une autre facette de sa personnalité, sa vraie personnalité, son vrai soi. Et pour revenir à sa chanson Nuit, elle utilise la métaphore de la nuit pour évoquer ses peurs et ses incertitudes face à l'avenir. C'est une chanson profondément autobiographique où elle parle de sa peur de la mort et des crises d'angoisse qu'elle a vécues dans des moments de solitude. J'ai peur de m'enfuir, que tout s'arrête. En fait, elle a été très surprise de tout le soutien et de la vague d'amour qu'elle a reçue après la publication de cette chanson. Beaucoup de personnes se sont reconnues à travers les paroles, et finalement c'est en réalisant qu'elle pouvait toucher des gens à travers sa musique qu'elle a véritablement commencé à prendre cette voix au sérieux. En revanche, oui, parce qu'il y a un mais dans cette histoire, Jenny Letellier a exprimé ô combien il était compliqué de concilier son image de youtubeuse comique à une carrière musicale beaucoup plus sérieuse. Les gens ne comprennent pas, ils me disent « Mais t'es comédienne, ça devrait être facile et tout ». Mais c'est pas du tout la même chose parce que, après ça dépend ce que tu fais, il y a des musiciens qui sont dans un personnage aussi. Et peut-être que c'est plus facile, effectivement, parce que t'es pas toi-même. Mais dans la musique, là, je veux être complètement moi-même, être authentique à 200%.
Du coup, c'est très 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 dur. Parce que j'ai jamais été dans le monde à l'envers. On fait des face cam des fois où ça se voit que je suis pas à l'aise. C'est quand je suis moi-même que je suis pas à l'aise. Du coup, ouais, c'est pas évident, c'est un autre exercice. En réalité, ce n'est pas une transition si simple que ça, surtout quand ta musique est en totale contradiction avec les personnages que tu joues lorsque tu es dans un registre comique. Il y a un énorme décalage, certes, mais moi je trouve ça hyper intéressant de pouvoir explorer un peu les deux extrêmes. Aujourd'hui, Jenny Letellier a affronté un défi de taille, être prise au sérieux en tant que musicienne, et je pense que c'est l'un des principaux obstacles pour tous les créateurs de contenu qui se lancent dans la musique. Elle a souvent parlé de ce dilemme-là, et c'est également quelque chose qu'on aborde dans le podcast, comment dépasser l'image de l'humoriste pour qu'on reconnaisse ton talent musical. C'est compliqué, hein. En vrai, c'est pas si simple, je pense. Mais en même temps, cette double identité, comédienne et musicienne, pourrait représenter une opportunité énorme. On pourrait se dire qu'elle ne débute pas de zéro et que contrairement à d'autres artistes en développement, sa force est qu'elle a déjà une audience. Ainsi, elle pourrait parler directement à son public via ses réseaux sociaux en partant du principe que ses vidéos humoristiques reste un levier pour promouvoir sa musique. Mais c'est une erreur de penser ainsi, car elle aussi a tout à construire musicalement parlant, et je pense qu'elle en a conscience. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a décidé de scinder ses 2 profils Instagram, un compte pour l'humour et un compte pour la musique, car tous les abonnés consommateurs d'humour ne seront pas forcément des abonnés consommateurs de musique. Ça, Jen l'a bien saisi, mais je comprends que ça puisse être méga frustrant. Du coup, je me suis dit, je vais recommencer à zéro en fait. Et ça me faisait, c'est horrible, hein, c'est l'ego, hein, mais ça me faisait un peu chier de me dire, je vais commencer, je vais avoir 200 abonnés. Mais en même temps, c'est génial. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jenny Letellier se bat pour acquérir sa légitimité musicale, et ce, en étant elle-même pour la toute première fois. Et en fait, je trouve ça assez touchant, parce que derrière tous ces personnages très exubérants, se cache une personne qui n'est pas sûre de son image et qui a beaucoup d'anxiété. Elle-même me le dit, c'est une sorte de façade. Quand on est spectateur et qu'on ne connaît pas, on peut se dire mais tout va bien, elle est super solaire, super joviale, elle est hilarante. Ouais. Mais quand on creuse un peu, effectivement, y a une humaine derrière. Là-dessous. Tu creuses un peu. C'est vraiment les tickets à gratter, tu grattes, c'est 0 € là-dessous. Non, mais oui, forcément, mais c'est une façade. Tu travailles dessus ? Ouais, énormément. Et je pense qu'après avoir interprété des personnages pendant 10 ans, il était essentiel et important pour elle de pouvoir s'exprimer aussi de manière plus directe et plus réelle à travers sa musique. En tout cas, elle le fait à travers la musique, donc je trouve ça très courageux de sa part puisqu'elle n'était clairement pas habituée à le faire. Bref, j'ai hâte de voir la suite de son projet musical. D'ailleurs, la dernière vidéo du Monde à l'envers est juste dingue, je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle laisse tout de même un petit goût amer en bouche, je trouve. Bien sûr qu'on est connus, mais c'est nos personnages qui sont connus, pas nous. C'est comme si la vidéo annonçait la fin d'un chapitre. Je vous invite à aller la voir pour vous faire votre propre avis, mais elle semble très autobiographique et j'aime beaucoup les voir dans des registres beaucoup plus sérieux. J'en profite, dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré du Monde à l'envers, il y en a tellement. J'ai d'ailleurs posé cette même question à Jenny Letellier. Écoutez. Quel est ton personnage préféré du Monde à l'envers ? Du Monde à l'envers, à jouer, je pense que c'est Josette. C'est laquelle, Josette ? C'est le petit bonhomme là, qui est habillé en jaune et bleu, qui parle comme ça. Alors, est-ce que Diane va tout abandonner pour la musique ? Je ne pense pas, je pense qu'elle va continuer dans la comédie, mais toujours avec la musique en second plan ou pas très loin d'elle, pour garder les pieds sur terre, prendre confiance en elle et en se dévoilant elle. Et encore une fois, je vous mets le lien de l'épisode du podcast avec Jenny en description de la vidéo, je l'ai trouvée très touchante. J'ai adoré tourner ce podcast avec elle, ce qui a d'ailleurs donné lieu à des séquences assez drôles. Je vous invite à regarder. Au début, quand on s'est rencontrés, tous les matins, on se la mettait. Ah ouais ? Tous les matins. Pardon. Quoi ? Ah non, la musique, enfin. Pardon. Aussi, mais... Je m'attendais pas, pardon. Allez, on passe à la suite, mais avant ça, si tu passes un bon moment en regardant cette vidéo, ou bien que tu es intéressé par la musique et la pop culture, je t'invite à nous rejoindre et à t'abonner à ma chaîne. Ça vous prend 2 petites secondes, vous abonner à la chaîne et laisser un petit like à la vidéo. Et moi derrière, ça m'aide énormément puisque j'ai plein de projets vidéo en tête que j'aimerais développer avec des budgets un peu plus ambitieux, avec des productions plus ambitieuses dans des studios, des choses comme ça. Et donc pour aller les vendre à des partenaires, j'ai besoin d'avoir une audience, j'ai besoin d'avoir quelques chiffres marquants pour leur donner envie de s'investir avec moi. Donc c'est pour ça également que votre soutien m'est indispensable. Donc je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, je vous adore. Je vous adore. Passons désormais au GOAT du YouTube Game français. Je parle évidemment de Squeezie.
Lucas Auchard, alias Squeezie, est le youtubeur français le plus influent, je vous apprends rien. Et depuis 2019, il a un pied dans l'industrie musicale. Squeezie ne s'est pas contenté d'utiliser sa popularité pour sortir quelques titres, il a mis en place une véritable stratégie marketing et artistique pour entrer véritablement dans l'industrie musicale. Et avant de se lancer officiellement dans la musique avec son premier album Oxys, disons qu'il avait déjà testé les eaux avec des parodies. Souvenez-vous. Ils tournent tous autour de toi, mais c'est moi que tu veux. Cette soirée, on sait qu'on va la finir à deux. Ils veulent tous te faire danser, mais tu t'en moques d'eux. Et je me dis que ça a dû aider son public à accepter progressivement son virage vers la musique. Et quand Squeezie a sorti Oxys, ce n'était pas un simple album de youtubeur qui fait un peu de la musique pour le fun, mais un vrai projet travaillé avec une stratégie de communication qui a été soignée. Et cet album a d'ailleurs surpris par sa qualité de production et sa diversité musicale. Les prods sont sophistiqués, les mélodies sont accrocheuses, les beats sont assez puissants. Bon, pour être honnête avec vous, ce n'est pas forcément mon style musical de prédilection, mais pour autant, je dois admettre que le projet est très quali, très streaming friendly, mais pas que. Je m'explique. Oxys a eu un impact notable en France, c'est indéniable. Il a démarré directement numéro 2 du top album en octobre 2020, et en seulement 3 jours, Squeezie avait vendu plus de 15 000 albums. Et donc sur une semaine complète d'exploitation, il en avait vendu près de 20 000. Un très joli score, on va pas se mentir, mais ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, c'est la répartition des ventes. En fait, l'album s'est vendu principalement en physique, 85% des ventes, et 14% en streaming. C'est une répartition qui est complètement inversée par rapport aux sorties habituelles, et surtout dans le milieu du rap. Et ce chiffre, il est très important puisqu'il prouve certes que Squeezie a su réunir une communauté très fidèle autour de lui, mais qui est prête aussi à se déplacer pour acheter la version physique de son album. Ça paraît bête dit comme ça, mais je vous assure c'est très fort, surtout quand on connaît son cœur de cible. En 2 ans et 9 mois, l'album a été certifié or pour 50 000 équivalents ventes. Comme je vous disais, l'album a été salué pour sa production soignée et son éclectisme musical, on va dire, mais il a aussi été critiqué pour certains textes jugés un peu trop simplistes et un peu trop clichés. Après, je trouve que Oxys a aussi permis à Squeezie de montrer de quoi il était capable et aussi qu'il prenait la musique au sérieux, ce qui a renforcé sa crédibilité dans ce domaine. Et je pense aussi que c'était le but de cet album qui, rappelons-le, était son tout premier. Pour moi, d'un point de vue marketing, la mission elle est réussie. Car encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a des millions de followers que l'on va forcément réussir dans la musique. Et ça, faut bien le garder en tête. Le défi pour lui, comme pour beaucoup d'autres créateurs, était de ne pas tomber dans la catégorie des youtubeurs qui font de la musique pour le plaisir et pour le fun. Autre fait marquant dans la carrière de Squeezie, il a remporté son premier Energy Music Awards en 2020 dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Un prix symbolique pour lui qui venait un peu valider sa transition de youtubeur à artiste musical. D'ailleurs, rappelez-vous, lors de la cérémonie, sa prestation avait beaucoup fait parler. Et Squeezie s'est montré à la fois surpris et reconnaissant de recevoir une telle récompense qu'il a qualifié lui-même de hold up, en plaisantant sur le fait qu'il ne s'attendait pas à figurer parmi les grands noms de la musique francophone. Néanmoins, c'est vrai que beaucoup ont remis en question sa légitimité face à cette victoire, estimant que sa carrière musicale était en grande partie propulsée par sa communauté YouTube, plutôt qu'une reconnaissance traditionnelle de l'industrie musicale. Selon eux, Squeezie n'avait pas le même parcours que les autres artistes nominés, c'est un fait. Des artistes qui avaient principalement émergé par des moyens plus traditionnels dans l'industrie musicale. Et donc plusieurs observateurs voyaient en Squeezie plus un influenceur qu'un artiste à proprement parler. Et donc ils ont estimé que sa base de fans lui avait donné un avantage disproportionné dans les votes du public. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Le projet Trade Gaieté, c'est encore autre chose, je trouve. C'est vraiment un pur produit YouTube que je mets à part de son activité musicale, on va dire sérieuse. Ça reste un groupe qui est complètement fictif. Pourtant, on ne peut pas ne pas en parler, car ce projet a été une révolution et un symbole de la puissance de YouTube. Ce titre Time Time, qui au départ était une simple blague, s'est rapidement transformé en un phénomène viral. Vous l'aviez compris, Time Time est un hommage parodique aux chansons Eurodance des années 2000, avec des paroles volontairement absurdes, et ce clip qui reprend tous ces codes-là. Évidemment, TikTok a sa part du gâteau dans le sens où la plateforme a vraiment permis à la chanson d'exploser partout. Mais ça a surtout permis à cette chanson de dépasser le simple phénomène viral et de devenir un tube, on va dire, légitime en France. Et pas que d'ailleurs, puisque la chanson s'est même classée dans des pays d'Europe, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, 1 an après le succès surprise de Time Time, le groupe fictif de Squeezie avait réitéré avec le titre qui s'appelle Spaceship, qui n'a pas forcément connu la même résonance, mais tout de même 7 millions de vues sur YouTube, ce qui est pas trop mal, j'aimerais bien les faire, les 7 millions. Bref, en ce qui concerne Squeezie, je trouve qu'il a réussi à utiliser sa plateforme pour construire un début de carrière musicale viable, tout en jonglant habilement entre humour et sérieux. En réalité, je me demande quelles sont ses ambitions pour la suite, musicalement parlant. J'avoue que j'ai du mal à concevoir que la musique puisse être sa première priorité. Ce que je veux dire, c'est que la musique en tant que telle et les streams ne rapportent pas tant que ça en réalité. Ça va être plutôt ce qu'il y a autour, les concerts, le merch. Reste à savoir s'il ressentira le besoin de s'exprimer plus intimement à travers ce levier.
Mais je pense en tout cas que sa démarche était sincère. Je suis pas en train de dire le contraire. En gros, ce que je veux dire de manière un peu plus grossière, c'est que quand t'es Squeezie, je pense que tu fais plus d'argent via des partenariats avec des marques et des projets qui corrèlent un peu avec ce que tu fais sur YouTube qu'en faisant de la musique. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il fasse de la musique juste pour l'appât du gain. Je pense que, encore une fois, c'est une démarche qui est sincère. Donc c'est pour ça que je dis peut-être qu'il ressentira un jour le besoin de s'exprimer à nouveau de cette manière à travers ce levier-là. C'est toujours plus simple en musique. Dites-moi dans les commentaires si vous écoutez ces sons ou si vous l'attendez sur ce terrain-là. Je serais curieux également de savoir quels sont les créateurs et les youtubeurs que vous suivez. N'hésitez pas à me drop tout ça dans les commentaires. Passons désormais à une artiste que j'adore. C'est une ancienne youtubeuse, elle a redéfini sa carrière en musique, elle a parcouru le monde avec son duo Vidéo Club et aujourd'hui elle se reconstruit en solo. Il s'agit de Adèle Castillon. Adèle Castillon. Est-ce que vous étiez sur YouTube entre, on va dire, 2013 et 2016 ? Adèle fait partie de cette génération de youtubeurs qui se sont lancés très jeunes, alors qu'elle était adolescente, et surtout pendant l'âge d'or de YouTube. Voilà, personnellement, je la situe entre 2013 et 2016. Je n'étais pas forcément consommateur de ses vidéos YouTube à l'époque, mais on peut dire qu'elle aussi avait tenté quelques amorces musicales humoristiques sur sa chaîne, et quand je vous dis ça, il y a une vidéo qui me vient évidemment en tête, c'est celle des pâtes. C'est bête, mais cette vidéo, elle m'a beaucoup marqué. Même encore aujourd'hui, avec mon meilleur pote, on a quelques rêves qui sont issus de cette vidéo. Oui, les pâtes, c'est trop génial. Préférer le riz, c'est pas normal. Dans les pâtes, il n'y a même pas de cheval. Et même s'il y en avait, ce serait normal. D'ailleurs, je trouve ça génial qu'elle l'ait laissé en ligne malgré son évolution en tant qu'artiste. C'est la vidéo la plus vue de toute sa chaîne, juste derrière une autre vidéo qui n'est autre que le clip de Amour Plastique. Cette chanson, vous la connaissez forcément. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. En effet, c'est véritablement avec son duo Vidéo Club qu'Adèle Castillon est entrée dans la scène musicale francophone et internationale d'ailleurs. Le duo qu'elle formait avec Mathieu Reynaud a connu un succès énorme avec des titres comme Amour Plastique ou bien Roi. Mes préférés c'était Mais et Ennui. Revenir sur cette histoire, oui c'est bon, j'avoue. J'aurais dû te croire et revenir sur cette histoire, oui c'est bon, j'avoue. J'aurais dû te croire. Je sais pas si vous réalisez, mais Vidéo Club, c'était un phénomène énorme à l'époque. Toutes les majors de Paris se battaient pour avoir le groupe, pour le distribuer, pour le produire. C'est finalement Sony Music qui remportera le deal. D'ailleurs, tout ce micmac s'est déroulé lorsque j'étais chez Sony. Et je peux vous dire que lorsqu'ils sont arrivés, Vidéo Club était la priorité absolue à travailler. Je crois d'ailleurs que le premier titre qui a été travaillé avec Sony Music, c'était Ennui. J'avais adoré le clip. Vidéo Club, ils avaient une maîtrise de la mélodie qui leur était propre, tellement singulière. C'était un peu de la dreamy pop comme j'aime, avec un style rétro très inspiré des années 80. Avec des gros synthétiseurs, des mélodies super nostalgiques, c'était juste génial. Et je trouve que rares sont les artistes à avoir une identité musicale et visuelle aussi immédiate et aussi forte. Très rapidement, leur musique a surtout trouvé un écho auprès de jeunes adultes. Je pense notamment à Amour Plastique, qui est devenu juste un hymne générationnel, qui accumule des millions de vues sur YouTube et plus de 300 millions de streams, c'est juste fou. Et puis comme je vous disais, ce succès, il ne s'est pas limité qu'à la France. Grâce à la viralité de leurs chansons sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Vidéo Club a gagné une base de fans internationale. Ils ont réussi à attirer l'attention de l'Espagne, de l'Amérique latine et même certaines parties de l'Asie. Seulement après une ascension aussi fulgurante et un premier album prometteur, eh bien le duo a annoncé sa séparation en mars 2021. Une rupture sentimentale qui a contribué à la fin du groupe, rendant difficile la continuité du projet. Leur séparation a marqué la fin d'un phénomène qui a captivé toute une génération, mais elle a aussi ouvert la voie à une réinvention pour chacun d'entre eux. Et même s'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, le phénomène Vidéo Club, bien que de courte durée, je pense qu'il continue à inspirer de nombreux jeunes artistes aujourd'hui. Ainsi, Adèle a dû reconstruire sa carrière en solo, et je trouve que sa transition vers une carrière solo lui a permis d'aborder des thématiques beaucoup plus sombres et introspectives, comme sa dépendance passée et ses luttes personnelles. On avait d'ailleurs parlé, je crois, c'était au micro de In Power, je vous conseille de voir cet épisode. Et le moment le plus dur, c'est quand j'essaye d'arrêter et que j'y arrive pas. Et là, je me dis, ok, je suis foutue. C'est en quelle année ça ? C'est en 2022 ? C'est en 2020 que j'ai mes 2 overdoses. Je trouvais ça très courageux de sa part. Selon moi, son album Plaisir, Risque, Dépendance est une vraie réussite. Elle a toujours ce voix que je trouve assez singulier. C'est pas une grande chanteuse à voix qui va te faire des high notes de l'espace, etc. Mais pour autant, c'est une chanteuse qui sait jouer avec les mots et qui arrive à te pondre des mélodies hyper entêtantes. L'une de mes chansons préférées, c'est Impala. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala. Aussi, à la
Alabama qui sample une de mes chansons italiennes préférées, Amore disperato de Nada. Ma si annoia appoggiata a uno specchio tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Moi j'ai compris, cette fois c'est lui qui me saisit. Je vais perdre pied quand enfin ses lèvres me choisissent. D'ailleurs, si l'univers des samples vous intéresse, j'ai dédié plein de vidéos sur ma chaîne à ce sujet. Je vous recommande celle-ci, celle qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Je parle de toutes ces chansons internationales qui ont samplé des classiques de la chanson française. Sensation, selon moi, c'est le tube de l'album. Je vais voir ailleurs, je vais juste planer loin des rumeurs. Donne-moi ton truc, je veux partir loin. Mardi dispute, merci gamin, je te dois combien? Ce qui est intéressant avec le cas Adèle, c'est qu'elle a réussi à reconnecter avec son audience adolescente qui a grandi avec elle et qui est devenue adulte aujourd'hui. Et je trouve qu'elle a réussi à créer un lien émotionnel assez unique et ce commentaire sur l'une de ses vidéos symbolise bien cette idée. Je la cite. « À 15 ans, je m'identifie à tes vidéos. À 21 ans, je m'identifie à tes paroles. Ton évolution me passionne. » Je trouve ça trop beau. Récemment, Adèle Castillon a sorti un nouvel EP qui s'appelle Crève-Cœur. Je suis ultra fan de la pochette qui reprend ce mème devenu iconique. Les sonorités confirment son identité en tant qu'artiste solo. J'aime beaucoup À la folie, mais aussi Ce soir, qui est une collaboration pour le moins inattendue puisque c'est un duo avec Gazo. Je vous invite à aller écouter ce titre, je le trouve super efficace. Mon cœur bat au rythme de mes larmes. Je veux plus d'une vie comme ça, donc j'ai posé les armes. Faut que je me calme, mais j'ai que des flashbacks. Et quand je me sens comme ça, je préfère le goût du cognac. Adèle Castillon, c'est pour moi l'exemple d'une youtubeuse qui a su transformer sa notoriété en une carrière musicale authentique et sincère. Elle a réussi à se réinventer en solo et elle a aussi réussi à garder une connexion forte avec ses fans qui étaient jeunes adolescents à l'époque de Vidéo Club et qui continuent encore aujourd'hui de se retrouver dans sa musique alors qu'ils sont devenus adultes. Elle conserve ce sens aigu de la mélodie qui caractérisait bien Vidéo Club tout en s'aventurant au-delà de la pop vintage qui a marqué ses débuts. Elle explore des nouveaux territoires artistiques, je trouve ça hyper intéressant. Ce que j'adore avec Adèle Castillon, c'est l'ambivalence qu'il y a dans sa musique. Elle aborde des thèmes hyper sombres, mais avec des productions qui sont très dansantes, des productions qui sont souvent signées sur Kin. Je pense que l'un des moments les plus marquants dans sa carrière, c'est lorsqu'elle a été nommée aux Victoires de la musique. Là aussi, c'était une belle reconnaissance de la part de l'industrie musicale. Franchement, c'est un parcours qui montre qu'elle est là pour durer. Je la trouve hyper courageuse, je la trouve très talentueuse. Franchement, je suis fan. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière musicale. En tout cas, elle sera sur la scène de l'Olympia en janvier 2025. Allez, on va passer dans un tout autre registre. On ne peut pas ne pas parler d'une autre figure majeure de YouTube qui lui aussi a plusieurs cordes à son arc et qui est respecté dans le milieu du rap, Mr V. Mr V qui s'est également fait connaître principalement sur YouTube. Il commence sa carrière sur la plateforme en 2008 avec des vidéos humoristiques, je ne sais pas si vous étiez là. Et avec le succès de ses vidéos, Mr V devient l'une des figures incontournables de la scène YouTube française du début des années 2010. Il participe parfois à des projets collectifs, il collabore avec d'autres youtubeurs, il propose des sketchs mais aussi des parodies musicales. Bon, à ce stade, il se fait surtout remarquer pour son humour. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que comme pour les autres créateurs dont on a parlé aujourd'hui, lui aussi avait déjà amorcé quelque chose de musical à travers ses premiers contenus. Il montrait déjà lui aussi un certain intérêt pour la musique à travers des parodies de rap qui, ironiquement, ont finalement lancé son parcours musical. Puisque cette année-là, il se lance sérieusement dans la musique avec la sortie de son premier album de rap, Double Vie. Et comme pour Squeezie, cet album il va beaucoup surprendre car malgré ses origines humoristiques, Mr V aborde le rap de manière sérieuse et réfléchie. Et son album Double Vie connaît un succès immédiat. En vrai, ce qui est marrant, c'est que dans le titre Top Album, il disait ceci. Nique sa mère si je finis pas dans le top album. Y'a que du commercial dans le top album. Ma musique est trop bien pour le top album. Mais rapidement, c'est devenu une réalité en fait, puisqu'à sa sortie, l'album de Mr V figurait tout en haut du top album. Avec ce premier album de rap, il s'était même placé devant Ipséité de Damso, qui lui avait réussi l'exploit d'être certifié platine en seulement 3 semaines. Quant à Mr V, après une semaine seulement d'exploitation, Double Vie a fait très fort avec 21 588 exemplaires vendus, physique, digital et streaming confondus, dont 12 266 en streaming et 9 322 en physique et digital. Et en seulement 8 mois, son album a été certifié platine pour 100 000 exemplaires vendus. Fort de ce succès, il poursuit avec un deuxième album, MVP, en 2020, qui consolide sa position en tant que rappeur crédible. On y retrouvait des collabs avec des artistes comme Jul ou PLK.
Et Mr V a grimpé une nouvelle fois en première place du top album avec plus de 21 000 copies écoulées. Ce deuxième album est également certifié platine aujourd'hui, je trouve ça absolument fou. D'ailleurs, l'an dernier, il a profité de son dernier sketch sur YouTube pour partager un morceau inédit qui s'appelle Bootleg. Et ce qui est remarquable aussi avec Mr V, c'est que même en connaissant un grand succès dans la musique, cela ne l'a pas empêché de continuer sur d'autres activités. Mr V a certes réduit la fréquence de ses vidéos sur YouTube, mais il a continué à en produire tout en développant de nombreux autres projets. Encore une fois, comme pour Squeezie, je pense que la musique c'est bien, mais ça ne peut pas te rapporter autant que des projets avec des marques par exemple. Et là je pense évidemment à son business autour des pizzas. Rappelez-vous, en 2022, il frappe très fort dans les produits de grande consommation puisque sa gamme de pizzas a généré un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros dans les 3 premiers mois qui ont suivi sa sortie. Selon une étude, la pizza della Mamma de Mr V a fait son entrée dans le classement des meilleurs lancements de produits de grande consommation de 2022 en s'installant à la 10e place. 1,4 million de chiffre d'affaires en 3 mois. C'est incroyable. Pour en revenir à la musique, pour moi, la carrière de Mr V est un exemple parfait de diversification réussie dans le milieu artistique. Il a su utiliser sa notoriété sur YouTube pour construire une audience fidèle, puis capitaliser sur cette base pour se lancer dans la musique. Aussi, il faut rappeler que le rap est un genre très compétitif où la crédibilité est essentielle. Mr V a réussi à prouver qu'il était sérieux dans sa démarche, notamment en s'entourant de grands noms du rap, mais ce succès n'aurait pas été possible sans le soutien massif de sa communauté YouTube qui a suivi sa transition vers la musique. Et en fait, comme pour Squeezie, la question de la légitimité a été cruciale pour lui. Être pris au sérieux dans le rap quand on vient du monde de l'humour, c'était un défi. Mais il a su montrer qu'il en maîtrisait les codes tout en restant fidèle à son identité. Après, pour tout vous dire, je pense que YouTube est une excellente carte de visite. C'est un tremplin pour montrer ce qu'on sait faire. Mais ce qui, je pense, fait vraiment la différence sur le long terme, c'est la capacité qu'ont ces créateurs à se diversifier et à se réinventer. Notamment d'un point de vue de business et marketing, que ce soit Squeezie et Mr V, ce sont deux exemples parfaits de créateurs qui ont su évoluer au-delà de leur statut de youtubeur. Squeezie, par exemple, n'a pas seulement capitalisé sur sa popularité sur YouTube, il a su bâtir des projets musicaux avec succès, tout en continuant à alimenter sa chaîne avec des concepts novateurs. Mr V, quant à lui, eh bien, il a réussi à franchir un cap en devenant un acteur crédible dans le monde du rap. Il a utilisé YouTube pour se faire connaître, certes, mais il a rapidement saisi l'importance de se positionner sur plusieurs fronts. Ce sont vraiment deux exemples qui montrent que la diversification n'est pas qu'une question d'élargir son champ d'activité, c'est aussi une question de stratégie marketing. Ils ont su exploiter leur notoriété pour s'imposer sur d'autres marchés, tout en conservant leur authenticité et leur lien avec leur communauté. Et je pense que cette capacité à innover et à se réinventer permet vraiment à ce genre d'acteurs de rester pertinent sur le long terme. D'ailleurs, en parlant de diversification, il y a un autre ancien youtubeur qui me vient en tête, qui est aujourd'hui artiste complet, c'est évidemment Bilal Hassani. Lui aussi, il a rapidement gagné en popularité grâce à ses vidéos sur YouTube. La musique avait déjà une place importante puisqu'il faisait pas mal de covers à l'époque et il a peu à peu dévié pleinement sur la musique. C'est vrai que sa passion pour la musique transpirait déjà énormément sur sa chaîne et ce depuis ses débuts, mais c'est vraiment en 2019 que Bilal Hassani fait le grand saut en représentant la France à l'Eurovision avec son titre Roi. C'était dingue à l'époque, vous imaginez passer de YouTube à la scène mondiale de l'Eurovision, c'est un truc de fou. C'était également la preuve que tout est possible lorsqu'on s'acharne et qu'on se dévoue totalement à son art. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que j'imagine Bilal dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui est complètement dévoué à son art. Il appréhende sa passion avec une certaine rage et je trouve que ça se ressent. Bilal Hassani, c'est un peu un mélange de tous les créateurs dont on vient de parler aujourd'hui. Alors certes, il se rapproche plus d'Adèle Castillon dans le sens où la musique a vraiment pris le dessus dans sa vie, c'est sa priorité. Il a d'ailleurs délaissé peu à peu son activité sur YouTube et lui aussi a dû relever le défi de la crédibilité et essuyer un tas de critiques. Et je pense que son aventure à l'Eurovision lui a vraiment permis d'embrasser sa légitimité en tant que chanteur et son évolution est folle quand on y pense. Bon, depuis l'Eurovision, Bilal a sorti plusieurs albums. Mon préféré reste Théorème, produit par Grand Marnier. Gros coup de cœur pour Tout est ok et le sous-côté Intersidéral. Si tu regardes l'heure, c'est la même que la mienne. On s'est perdu de cœur, tu m'as noyé de haine. Mais tous les deux on meurt, à la fin c'est pareil. Autant se laisser tranquille, et si ça se trouve on s'aime. Mais on peut aussi le comparer à une toute autre échelle, à des créateurs comme Mr V ou Squeezie sur l'aspect diversification. Car même si la musique semble être la priorité absolue de Bilal, il ne se limite pas qu'à cela. Je pense notamment à sa participation à Danse avec les stars en 2021 où il arrive en finale, ce qui a vraiment renforcé son image de performeur complet. Aujourd'hui, il touche à la radio puisqu'il devient animateur radio sur Move avec une émission qui s'appelle Song ID. Retenez bien cela. Et puis il s'essaie au cinéma avec le long métrage d'Alexis Langlois, Les Reines du Drame, où il joue le rôle d'un fan hystérique et obsessionnel. J'ai hâte de le voir. Mais la différence avec Squeezie et Mr V, c'est que la musique a toujours été l'une des priorités de Bilal
Et surtout, il a délaissé peu à peu son activité sur YouTube pour se consacrer pleinement à une carrière artistique centrée vraiment sur les arts purs et durs. Car au-delà d'un chanteur, c'est un entertainer, c'est vraiment un artiste complet. Et je pense que YouTube lui a permis de réaliser plein de choses, c'est une certitude, mais il a su, encore une fois, se diversifier en osant aller sur d'autres terrains. Pour conclure, l'aventure des youtubeurs dans l'industrie musicale révèle une vérité essentielle. La popularité sur les réseaux sociaux ne garantit pas un succès instantané en musique. Jenny Letellier, Squeezie, Adèle Castillon, Mr V ou encore Bilal Hassani, tous ont suivi un chemin unique, fait de défis pour être pris au sérieux, dans un univers artistique où la légitimité est cruciale. S'ils ont tous utilisé leur communauté comme tremplin, ils ont prouvé que la passion, le travail et la capacité à se réinventer sont les véritables moteurs de leur réussite. Et je trouve qu'au-delà de l'aspect marketing, c'est vraiment leur sincérité artistique qui fait la différence. Ce qu'on remarque, c'est que la transition vers la musique n'est pas juste une question d'opportunité, mais souvent une démarche profondément personnelle. Ils ont su transcender leur image de créateur pour imposer leur voix dans un milieu où on ne les attendait pas forcément. Et c'est cette capacité à aller au-delà des attentes et à se diversifier qui leur permet de rester pertinent sur le long terme. Alors être youtubeur et musicien, ce n'est pas seulement capitaliser sur son audience, c'est aussi affronter le regard de l'industrie et du public, tout en restant fidèle à soi-même évidemment. Et c'est là toute la clé de leur succès, savoir se réinventer sans jamais trahir leur essence. Et à la fin, ce n'est pas forcément une question de buzz ou de chiffres finalement, c'est plutôt de faire de l'art qui résonne vraiment. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, puisque c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. J'étais trop content de pouvoir travailler sur un sujet qu'on n'avait pas encore exploré ensemble. Il y avait beaucoup de choses à dire. Évidemment, si vous êtes chaud pour une partie 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dropper tous les noms de youtubeurs qui ont fait de la musique dont vous aimeriez qu'on parle. Je vous invite à continuer votre visionnage avec les 2 vidéos qui s'affichent sur votre écran. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de la liker si vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Je vous réserve plein de surprises et des rencontres. Donc soyez au rendez-vous, je vous kiffe. Prenez soin de vous. Ciao.